Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur François Calam, à qui il convient de rendre hommage pour avoir été à l'origine, en 2009, de l'inscription par l'UNESCO de la tradition du tracé dans la charpente française sur la liste représentative du patrimoine mondial, du patrimoine culturel immatériel. En cela, d'une certaine façon, François Calam a ouvert la porte à la reconnaissance mondiale un an plus tard, en 2010, et grâce aussi à l'ethnologue Nicolas Adelgombert, à la reconnaissance comme patrimoine culturel immatériel du compagnonnage en tant que réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier. François Calam est docteur en ethnologie. Il est titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques de conservation du patrimoine culturel. Il ne vous le dira pas, mais son grand-père n'est autre que l'illustre Marcel Griaule, l'un des pères fondateurs de l'ethnographie et de l'ethnologie française, célèbre pour ses travaux qui permirent de découvrir la richesse de la civilisation du peuple dogon. Par ailleurs, François Calam est aussi le fondateur de l'Association internationale Charpentiers sans frontières, qui a développé d'importants travaux de recherche appliquée sur les technologies des charpentes anciennes. Les actions démonstratives des Charpentiers sans frontières ont eu des répercussions importantes. Je pense que M. Villeneuve ne me démentira pas sur les choix technologiques pour la restauration envisagée de la charpente médiévale de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui furent actés par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Sa conférence s'intitule « De l'art du trait de charpente à la restauration de Notre-Dame de Paris ». C'est à vous, Monsieur François Calam. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je salue les coteries et les pays ici présents. Je salue le compagnon Schwarzby, qui est venu d'Allemagne spécialement pour représenter le compagnonnage européen, ici présent également. Ah, ça marche. Formidable. Merci, Président. Je remercie le président Jacob de son accueil et je félicite Alain Haïs pour ce travail de romain qu'il a fourni et qui nous est présenté ici ce soir. Je parle évidemment sous le contrôle dans mon propos de Philippe Villeneuve et de Régis Martin, architecte en chef des monuments historiques, et des maîtres de trait qui se trouvent présents dans la salle. Moi, personnellement, je suis un charpentier du dimanche. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je viens vous présenter un travail en cours. C'est pour vous présenter deux aspects. D'une part, la présentation de l'art du trait de charpente à la française au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2009. Et puis d'autre part, le travail de l'association Charpentiers sans frontières, en liaison avec la perspective du travail colossal et de portée mondiale qui est entrepris à Notre-Dame. Alors notre contribution, elle est modeste, elle est humble, ça c'est une évidence. Elle est liée à l'action d'une association que j'ai pu réunir il y a plus de 20 ans, qui s'appelle Charpentiers sans frontières, une association internationale qui réunit plusieurs centaines de charpentiers professionnels dans le monde entier, des femmes et des hommes. C'est un milieu qui se féminise aujourd'hui, c'est important à souligner. Des charpentiers de différentes nationalités et qui se réunissent chaque année à l'occasion d'un chantier, d'un ouvrage en commun qui est réalisé bénévolement, mais professionnellement, et qui a pour particularité la couleur, la coloration de notre association, c'est de ne travailler qu'à la main. On aura l'occasion de revenir. Alors, dès l'incendie désastreux que nous connaissons, grâce à la complicité de Régis Martin, inspecteur général des monuments historiques, nous avons pu petit à petit, très modestement, entrer en contact avec l'équipe qui gère sur le long terme le chantier de Notre-Dame et proposer au fond l'expérience que l'association avait pu commencer à constituer, donc depuis plus de 20 ans, concernant un domaine finalement assez peu connu, qui est le travail des charpentes en bois vert. Alors, le président Jacob évoquait fort justement les questions
séchage, de comportement des ouvrages de charpente face à l'hygrométrie et à l'évolution de cette hygrométrie. Alors, il y a un élément qu'il faut rappeler, parce que dans le monde contemporain, très mécanisé, on ne se souvient pas toujours que ces charpentes du XIIIe, ces charpentes romanes ou ces charpentes gothiques, ont été taillées initialement avec du bois qui était vert, c'est-à-dire avec un pourcentage d'humidité qui va entre 30 à 60% d'humidité. Donc on est totalement éloigné des conditions dans lesquelles on travaille, je dirais, de manière mécanisée aujourd'hui. Alors cette expérience, nous avons pu la concrétiser avec la réalisation d'une ferme expérimentale, la ferme 7, c'est celle que les architectes de Notre-Dame nous avaient suggéré de tailler, parce que riche en authenticité, en enseignement. Charpente 7 de la nef. Et la charpente 6 du chœur, elle, a été réalisée par nos cousins d'Amérique. Elle a été taillée aux États-Unis, à Washington, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, l'été dernier, en liaison étroite, là encore, avec la maîtrise d'œuvre. Rémi Fromont, on ne le présente plus, et Mathilde Danin, des gens éminents de la maîtrise d'œuvre. Je ne m'étends pas parce que le temps nous est compté, et ces rencontres que nous avons eues, où nous avons commencé à échanger autour du thème du bois vert, comme étant une possibilité. Voilà, il faut se rappeler quelle possibilité existe dans ce domaine. Et bien sûr, donc c'est là que la maîtrise d'œuvre nous a suggéré cette fameuse ferme 7, bâtie aux alentours de 1215. Je parle sous le contrôle de Philippe Villeneuve. Et on ne s'étend pas évidemment sur ce modèle triangulé qui était déjà extrêmement intéressant, même si tous les aboutissements du principe de la triangulation tel qu'il est aujourd'hui bien connu tout simplement dans la ferme latine que les coteries connaissent parfaitement, n'est pas encore complètement réuni, puisque le poinçon long ne va pas jusqu'au fêtage. Il n'y a pas de fêtage dans cette charpente du début du XIIIe. Je ne m'étends pas. La charpente, aujourd'hui, elle est toujours très présente en France. La corporation des charpentiers est éminente. Et en Normandie, moi je viens de Normandie, voilà, cette charpente, elle est très, très représentative, et notamment par le biais en fait, de réalisations qui sont faites par le biais de la géométrie plane. C'est une géométrie en 2D qui est extrêmement simple, et qui est toujours maîtrisée. Voilà un cliché à droite qui montre le travail d'un des chantiers de Charpentiers sans frontières, où on réalise ces vues en plan de bâtiments en pan de bois, en 2D, mais qui ont pour particularité d'être taillés avec du bois équarri à la hache, donc entièrement façonné à la main à partir des arbres que nous avons nous-mêmes choisis en forêt et abattus, puis équarris à l'état de bois vert. Donc c'est une expérience que nous apportons dans le panier de l'ensemble des contributions autour du monument. Alors, on a vu que la géométrie plane, c'est simple. Un enfant fait de la géométrie plane. Mais dans l'art de la charpenterie à la française, évidemment, on se doute bien que tout ça va devenir de plus en plus complexe. Et ce qui est frappant, c'est qu'au moment de la construction de Notre-Dame, eh bien, on passe de la géométrie plane romane à une géométrie en 3D qui devient véritablement du trait de charpente. Et à partir de la toute fin du XIIe siècle, début du XIIIe, il y a une espèce de boom extraordinaire que à la fois les tailleurs de pierre et les charpentiers commencent à explorer avec une fulgurance qui nous laisse bouche bée et qui va aboutir ensuite à cette explosion qu'aujourd'hui les compagnons et les charpentiers qui ne sont pas compagnons mais continuent de pratiquer. Donc j'évoque ici un grand ancien du compagnonnage, Nicolas Fourneau, qui était maître charpentier à Rouen et qui a publié le premier traité mondial de charpente, de trait de charpente, publié en France par un professionnel de la charpente, qui a été publié à Rouen en 1767. C'est un ouvrage exceptionnel, et Nicolas Fourneau est lui-même une personnalité vraiment exceptionnelle auquel on a souhaité rendre hommage puisqu'on a fêté les 250 ans de publication de son livre à Rouen. Nicolas Fourneau était un coterie, c'était un compagnon. Il était singe, il était chef d'entreprise à Rouen, et en même temps, il était maître de trait à Paris. Ce qui est extraordinaire,
il est exceptionnel à tout point de vue, par sa maîtrise. C'est un homme des Lumières, c'est un homme qui passe à l'écrit, alors que l'enseignement du trait, les coteries le savent mieux que moi, c'est un enseignement qui tient essentiellement et beaucoup par l'oralité. Et Fourneau passe à l'exercice de l'écriture. C'est un exercice fondamental. Mais ce qui est également très important à souligner, c'est que Fourneau, qui est un compagnon, et qui possède les valeurs du compagnonnage, mais il a également une ouverture qui aujourd'hui nous paraît d'une modernité extraordinaire, c'est qu'en tant que maître de trait, il a également enseigné le trait à des charpentiers qui n'étaient pas compagnons. Et ça, c'est un élément essentiel dans l'ouverture et dans l'humanisme du métier. Les coteries d'aujourd'hui savent ce que ça veut dire et ils sont complètement dans cette modernité. Vous enseignez, je pense que tous les itinérants et les sédentaires qui sont ici enseignent à la fois, bien entendu, aux membres des sociétés compagnonniques, mais ils donnent aussi généreusement leur savoir à l'extérieur. Et un grand novateur comme Nicolas Fourneau a été très probablement, si ce n'est un des premiers, en tout cas, il est connu en tant que tel. À droite, c'est la première flèche torse dessinée par Nicolas Fourneau, qui a été réalisée en tant que chef-d'œuvre par deux aspirants charpentiers de l'association ouvrière à la Cayenne de Rouen. Un point important, donc, on souligne que le trait de charpente, c'est bien sûr le domaine d'excellence et d'exception des compagnonnages, mais c'est aussi quelque chose qui est pratiqué par des charpentiers qui ne sont pas compagnons. Et c'est un point qui est très important parce que ce sont des valeurs d'humanisme. Et pourquoi je vous passe le portrait de ce jeune? C'est un jeune garçon que j'ai connu en Normandie, qui passait son brevet professionnel de charpentier, c'est-à-dire le niveau en termes de diplôme, c'est donc le niveau supérieur des diplômes. Et ce garçon était un garçon qui était un rescapé des banlieues. Voilà. C'est un garçon qui avait eu des problèmes avec la justice et qui s'en est sorti il est tombé dans la marmite du trait et dans la marmite du métier. Et il a changé sa vie avec ça. Donc, c'est cette fonction éminemment communautaire, qui frappe et qui a permis en particulier d'ouvrir le trait n'est pas seulement la propriété de quelques-uns qui le garderaient pour eux. C'est ça qui est très important. C'est aussi une propriété commune de gens qui font partie de la grande famille du métier de charpentier, y compris donc dans un milieu très contemporain, avec des jeunes qui n'ont pas accès à la culture, à une culture, je dirais, savante, et qui vont par ce biais. Voilà, vous m'avez compris. Alors, le trait de charpente à la française, on a vu, c'est un épanouissement en 3D, une maîtrise exceptionnelle de toutes les possibilités géométriques. Mais on peut faire des très jolies charpentes sans utiliser le trait de charpente. Alors, pourquoi je vous passe ce cliché d'un clocher à bulbe allemand, fin 19e, très joli ouvrage, il n'y a rien à dire, et il n'utilise pas le trait. C'est que de la géométrie plane. Ce sont des tranches de gâteau que vous faites défiler, et un enfant de 8 ans sait tracer une charpente de ce type. Ça n'est pas le trait de charpente tel qu'il a été, voilà. On pourrait développer ça très longuement. Messieurs les directeurs de l'UNESCO savent ce que c'est que ce type de document. Donc, c'est la reconnaissance du trait de charpente à la française en 2009 au titre du patrimoine culturel immatériel. C'est un dossier que nous avons eu l'honneur de présenter avec l'association Charpentiers sans frontières. Donc, l'année qui a précédé l'inscription des compagnonnages en tant que tel. Alors, on va passer aux techniques de taille proprement dites. Je fais très vite. Donc, on est dans les conditions de réalisation des charpentes médiévales, taille entièrement manuelle. Et j'aime bien cette petite photo, à part la couleur pittoresque des pantalons de charpentier, les largeaux de l'époque. On voit à gauche, c'est une miniature de la fin du XVe qui montre, à ma connaissance, la première apparition d'un outil typiquement français qui est la bise aiguë et qui n'existait pas avant. La bise aiguë, avant
cette miniature, c'était en fait un piochon qui était un instrument à percussion lancée qui permettait également de mortaiser, mais qui n'avait absolument pas cette longueur. Bon, et puis à droite, le pantalon rouge, lui, est en train d'équarrir à la Doloire, qui est l'exercice que pratiquent quotidiennement aujourd'hui les charpentiers sans frontières et qui permet, voilà, ça c'est Rémi Desmond, un des membres de notre association, qui réalise cet équarrissage sur bois vert avec la fameuse Doloire. Donc ça, c'est vraiment la technique qui était utilisée, qui a été attestée par les études de Rémi Fromont et Cédric Tranceau, et qui j'espère, seront peut-être réalisés dans la charpente future. Mais, voilà, en lumière frisante, l'effet de cet équarrissage à la Doloire. Donc ça n'a rien de sommaire. Ça, vous voyez, dans les textes, on voit parfois des bois grossièrement équarris à l'herminette. Bon, donc ça n'a rien de grossier. C'est un travail qui permet de suivre le fil du bois. Ça, c'est très intéressant par rapport aux techniques de sciage, puisque le sciage tranche le fil du bois. L'équarrissage à la Doloire permet de garder des courbes éventuellement, et en tout cas de ne pas affaiblir le fil du bois. Petit cliché pour rappeler qu'à Notre-Dame de Paris, à ma connaissance, au début du XIIIe, eh bien, il n'y a pas de sciage de long. Aucun des bois relevés par nos experts ne portait de traces de sciage de long. Tous les bois étaient équarris à la hache. Pourquoi ? Alors que les Romains possédaient le sciage de long. Eh bien, c'est que début XIIIe, fin XIIe, début XIIIe, les techniques de métallurgie en France étaient tâtonnantes. Il n'y avait pas de hauts fourneaux et les métallurgistes ne savaient pas produire des grandes lames de scie avec une homogénéité suffisante du métal. Et donc, ce que vous voyez sur ce cliché, le sciage de long, c'est une technique qui n'apparaît que dans le courant du XVe, fin XIVe. Alors, à rappeler également, Notre-Dame est une grande première pour toutes sortes de raisons qui me dépassent allègrement, mais je citerai juste cet exemple. C'est un des tout premiers chantiers à n'utiliser que les systèmes d'assemblage à tenon mortaise. Bien sûr, les Romains, là aussi, connaissaient le tenon mortaise. Même au néolithique, on voit des tenons mortaises. Mais dans les charpentes savantes, les charpentes monumentales françaises, avant la fin du XIIe, on n'a pas l'emploi systématique de l'assemblage à tenon mortaise. C'était quelques années avant, à Saint-Julien-le-Pauvre, quelques années avant, les charpentiers utilisaient les fameux assemblages à dévêtissement latéral, c'est-à-dire des sortes de queues d'aronde qui impliquent un processus opératoire tout à fait différent et qui notamment ne demande pas l'apparition, l'utilisation de cet outil qui est absolument une sorte de carte de visite du chantier de Notre-Dame. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle le plomb à piquer. Les charpentiers connaissent bien cet outil aujourd'hui. Alors vous allez me dire, bah oui, un plomb, c'est un plomb. Oui, mais c'est un plomb qui est creux en son centre, et ce qui n'a rien à voir avec un plomb de maçon, et qui permet à la fois de tracer aux endroits où les bois se rencontrent pour tracer les futurs assemblages, mais permet également de contrôler que les bois vont être en adéquation avec l'épure grandeur nature qui est, elle, tracée au sol. Et ça, c'est vraiment une spécificité. Le domaine de la forêt, je laisserai des personnes bien plus compétentes que moi en parler par la suite. Ces grandes forêts domaniales, vous les connaissez, je ne m'étends pas là-dessus. Nous avons choisi pour cette circonstitution de ferme expérimentale, nous avons choisi nos bois avec la complicité de l'ONF. Et ce sont des bois qui ont été offerts récemment pour la flèche, je ne m'étends pas. Les bois, pour le grand comble, sont des bois beaucoup plus fins. Ce sont des bois qui ont entre 80 et 100 ans. Là, on a affaire à un pépère majestueux qui en a 200, et qui sera refendu à la scie. C'est une autre problématique. Ce n'est pas celle des bois de brun taillés à la hache que nous envisagerions, que nous souhaiterions voir utilisés dans le grand comble de Notre-Dame. On parle du trait en un mot. Encore une fois, donc, c'est cette période charnière où apparaît véritablement le trait de charpente en France. On n'est plus dans de la charpente plane et étrangement, au moment où apparaissent ces premières réalisations, eh bien, je parle sous le contrôle de Philippe Villeneuve, à Notre-Dame de Paris, dans le grand comble, étrangement, il n'y a pas d'utilisation du trait.
alors qu'à la même époque, à la cathédrale d'Auxerre, qui est quasiment contemporaine, la croupe de la cathédrale d'Auxerre montre des réalisations extrêmement intéressantes de dégauchissement des aisseliers d'Empanon avec les aisseliers d'Arrêtier, qui prouvent que par rembarrement, à cette époque-là, les charpentiers maîtrisent cette technique du trait, et ils n'en ont pas eu besoin à Notre-Dame de Paris. Mais c'est un choix architectural. C'est pas parce qu'ils savaient pas le faire. Et cette abside, dites-moi si je me trompe, mais elle ne met en œuvre que de la géométrie plane par justement effet rayonnant de ces demi-fermes d'abside. La flèche, bien entendu, c'est tout autre chose, mais c'est pas la même période. Hein. On ne parle pas de la même chose. Voilà. Bon, je ne présente plus. Il n'est plus à présenter, mais il avait félicité l'expérience réalisée par nos amis américains, cette réalisation expérimentale de la ferme 6 du Cœur, laquelle ferme se trouve actuellement à Washington et qui a également révélé un certain nombre d'enseignements. Notre ferme 7 a été taillée et levée en Normandie en juillet 2020 avec des bois verts. Elle a permis des expérimentations extrêmement intéressantes parce que ces bois, nous les avons choisis avec l'ONF, nous les avons coupés nous-mêmes, Charpentiers sans frontières les a coupés, en dernier quartier de la Lune, en serre basse, et du coup, eh bien, on n'avait pas droit à l'erreur parce que les bois, ils ont maintenant plus d'1 an et demi de séchage, et voilà, vous voyez comment ils sont? Ils n'ont aucune fente, ils n'ont absolument pas explosé, ils sont parfaitement opérationnels. Donc, ce sont des procédés qui sont éventuellement reproductibles. Voilà, bon, voilà. L'autre équipe qui avait reçu la visite extrêmement encourageante de, j'allais dire, qui vous savez, puisque au fond de la salle, vous ne voyez pas que Philippe Villeneuve était donc venu nous encourager sur le parvis. Et mon dernier cliché, c'est celui-là, et je vous remercie de votre attention.